François Deprez, vous êtes CEO de GS1 France. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les missions et le rôle de GS1 ? Alors je vais commencer par expliquer l'acronyme GS1, c'est pour Global Standard One. Donc c'est une organisation mondiale qui s'occupe de standardisation. En France, elle a été créée sous le nom de GenCode, que peut-être pas mal de gens de la supply chain ou du commerce connaissent mieux. Et cette organisation aujourd'hui, elle est totalement mondiale. Elle est présente dans 114 pays, dans 114 bureaux, on va dire, qui sont tous fondés sur les mêmes principes. C'est dirigé par les entreprises, c'est à but non lucratif. Et puis c'est un mode collaboratif et inclusif, c'est-à-dire qu'on produit des standards, on produit des règles communes pour les entreprises. Et les entreprises, en fait, on leur offre une place de collaboration, un lieu dans lequel elles vont décider de ces règles communes qu'elles vont appliquer. Et la plus connue d'entre elles est effectivement ce fameux code qu'on retrouve sur les produits, qui a été en fait un accord entre les entreprises et qui est aujourd'hui géré par l'organisation au niveau mondial. Alors vous dites c'est la plus connue, quelles sont les autres alors ? On a standardisé beaucoup de technologies. En fait, le principe, c'est que des technologies émergent, c'est beaucoup le cas en ce moment. Et les entreprises, à un moment, pour passer à l'échelle, pour pouvoir les employer de manière concertée, d'une certaine manière, ont besoin d'un organisme comme le nôtre pour standardiser un peu les process et les règles communes. Donc ces technologies, celle du code à barre qui est née donc il y a à peu près 60-70 ans, créée par des ingénieurs d'IBM. IBM a accepté de laisser cette technologie dans le domaine public pour qu'elle soit mise à disposition de tout le monde. Et là, les entreprises se sont réunies, celles du commerce, pour définir ce code barre. Et ensuite, il y a eu l'EDI, la RFID. Aujourd'hui, on travaille sur des problématiques autour de la blockchain, par exemple. Voilà. Il y a beaucoup de technologies émergentes qui ont besoin à un moment, pour être utilisées par un écosystème très large, de s'harmoniser et donc de définir des standards communs. Alors justement, cette position à la fois de pionnier et puis d'implémenteur de nouvelles technologies vous donne vraiment une vision des tendances. Est-ce que vous diriez que le retail français est assez à jour au niveau de l'utilisation des technologies, en avance, en retard ? Comment vous qualifieriez l'intégration des technologies par les retailers français ? Alors, en règle générale, le retail français est très puissant au niveau international. Les enseignes françaises se sont largement exportées. Il y a une vraie culture du retail en France. Moi, je les vois utiliser des technologies. On est encore dans la transition en France de manière significative d'un monde physique à un monde digital. Donc, il y a encore beaucoup la présence des mètres carrés, notamment dans la dimension alimentaire. Donc, les catégories ne sont pas au même niveau. Les acteurs français ont toujours été plutôt bien positionnés pour moi dans l'absorption de nouvelles technologies. Et il y a quelque chose, enfin moi que j'observe, bien entendu, c'est qu'il y a une vraie proportion au principe de concertation. Quotidiennement chez GS1 et de plus en plus les acteurs le font. Après, dans votre question, j'ai une autre forme de réponse, c'est que pour moi, il y a de moins en moins ce qu'on observe, c'est qu'il y a de moins en moins de frontières entre les business en fait, et le digital provoque ça. Il y a moins de frontières au sens des pays, mais il y a aussi moins de frontières entre les secteurs. Et on peut acheter un peu tout sur une marketplace, et c'est ça qui est un changement fondamental qui est un peu difficile à appréhender parfois par le retail traditionnel. C'est effectivement d'un magasin au contour bien défini avec une quantité de produits bien définis, on passe à un monde quasiment infini, et c'est cet enjeu-là sur lequel les acteurs doivent travailler aujourd'hui. Alors justement, il y a cet enjeu à la fois de développement des marketplaces, d'enjeux environnementaux, de nombreux enjeux se posent à la supply chain spécifiquement. Quelles sont à votre avis les priorités à adresser ? De notre fenêtre à nous, la priorité des priorités pour moi c'est s'occuper de la donnée. Et apprendre à manier cette donnée, à la structurer, à la rendre utilisable pour pouvoir d'une certaine manière interopérer avec son écosystème. Donc on rentre dans une ère très écosystémique où la notion de propriété est moins définie, où on le voit très bien dans les modèles de marketplace, où fondamentalement on échange beaucoup. Le monde d'un point de vue technologique est de plus en plus fondé sur des API. Donc
Voilà, on est dans un enjeu d'interconnexion, d'interopérabilité, et donc la donnée, elle est absolument clé. Donc la manière dont je manage ma donnée, dont je la partage avec mon écosystème, à mon sens, est un élément extrêmement important, et ça relève de nouveaux comportements dans les modes de travail, dans la transformation des métiers, mais aussi ne serait-ce que dans je dirais la définition d'une entreprise qui est de plus en plus dans des modèles étendus et interconnectés, et pas vraiment chacun chez soi qui fait un petit peu son travail. Donc il y a à la fois des évolutions de mentalité, mais je pense que c'est le mouvement qu'il y a autour de la donnée, de la gestion de la donnée, avec des choses très élémentaires à faire, c'est ça qui provoque, selon moi, la transformation. Ces choses très élémentaires, vous parlez de l'information produit, de l'information client. Quelles sont les grandes priorités? Ce que j'appelle élémentaire, c'est structurer les données. C'est-à-dire que aujourd'hui, est-ce que les entreprises ont une maîtrise totale de l'information relative à leurs produits, à leur production, à leurs clients? Est-ce que tout ça s'est connecté? Est-ce qu'on sait véritablement... Voilà, ceux qui maîtriseront ces éléments de données, en plus du métier qu'ils savent déjà faire aujourd'hui, voilà, la donnée, ça va aider à remplir les camions dans la supply chain, ça va aider à faire de la personnalisation, ça va aider à faire de l'économie circulaire, ça va aider à énormément de défis qui sont à relever. Ça va aider à résoudre les problématiques et les contraintes réglementaires. C'est un peu ce qui est au cœur de tout. Alors après, on balance la notion de donnée un peu comme ça, comme si par magie on allait réussir en ayant de la donnée, comme si voilà, le simple fait d'avoir de la donnée suffisait, mais non, il faut apprendre à la structurer, l'utiliser au mieux et en faire une vraie richesse. Vos grandes priorités pour 2020 ? D'où les priorités pour 2020, je ne sais pas si on compte en années, malheureusement chez GS1 c'est un temps très très long. La priorité, c'est justement on a beaucoup travaillé ces derniers temps à travailler sur le double digital du produit, c'est-à-dire la capacité qu'on ait du produit ou même du magasin, c'est-à-dire à construire une information un peu détaillée d'un produit avec des modèles de données spécifiques. Et on rentre pour moi de plus en plus là dans les années qui viennent sur une logique dynamique. Avec une problématique dans laquelle beaucoup d'acteurs vont donner de l'information sur le produit. C'est ce que je disais tout à l'heure lors de la conférence. Le produit, il est composé d'ingrédients. Pour certains produits, ils vont rentrer dans une économie circulaire, donc ces mêmes ingrédients vont repartir dans un autre produit. Et l'ensemble du partage de cette information, c'est un défi absolument monstrueux. Donc l'économie circulaire, l'économie de la fonctionnalité qui se présente à nous aujourd'hui, nécessite aujourd'hui de transformer un petit peu, de faire évoluer encore plus la standardisation et d'accélérer aussi le mouvement de la concertation entre les entreprises. Donc ça, c'est votre job, j'ai envie de dire. Merci beaucoup François. Merci à vous, au revoir.